Hey, salut tout le monde, c'est Maxime et on va se retrouver pour un petit module sur Unreal Engine 4. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais revenir sur certaines notions, certaines bases un peu qui constituent en fait le Material Editor d'Unreal 4. Parce que c'est vrai que sur la chaîne, il y a déjà quelques vidéos, par exemple, sur comment importer des objets dans Quixel. Et du coup, ben, pour faire ça, il faut qu'on passe par l'éditeur de matériaux. Comment créer un vertex mating. Et pour faire ça, il faut passer par l'éditeur de matériaux. Et en fait, j'avais envie de faire un point et l'ajouter en fait à la playlist pour vraiment les personnes qui ont envie de revoir leurs notions, essayer de comprendre peut-être un peu mieux ce qui se passe. Et donc, je vais parler de plusieurs choses, de certains nodes qu'on utilise souvent, de l'interface aussi, de certains fonctionnements. Donc voilà, je pense que c'est intéressant, que vous pouvez apprendre pas mal de petites choses. Donc bah, bien, je vais pas couvrir tout le matériau l'éditeur à 100%, mais on va quand même voir des choses qui vont vous aider à aller plus loin dans vos scènes. Et du coup, alors première chose, déjà comment on crée des matériaux sur Unreal et surtout à quoi ils servent. Parce que c'est une question qui est légitime de se poser. Donc déjà moi je vous conseille toujours de bien organiser vos projets. Et donc coup d'avoir par exemple ben, de réfléchir à comment vous allez ranger vos matériaux. Donc de manière générale, quand vous allez faire clic droit dans votre content browser, vous allez pouvoir ici créer un matériau, il va venir s'ajouter dans le content browser. Donc moi, je les range de différentes manières, ça dépend vraiment des projets. Des fois, je les range à côté des meshs sur lesquels je les projette. Par exemple, si je fais des matériaux pour mon UI, bah, je vais avoir un dossier spécifiquement. En fait, je vais ranger. Donc, mais c'est pas trop le sujet de la vidéo. Je vais plus me concentrer sur cette interface-là, qui est donc cool, le Material Editor. Donc, j'ai un canevas dans lequel je peux me déplacer avec clic droit et dans lequel je peux avancer, reculer, vous voyez, en faisant ici des petits clics molettes. À droite, j'ai un menu qui liste en fait les différents nodes qui existent et qu'il est possible d'appeler. Donc vous voyez, quand je clique, hop, bah, ça drop le node. Euh, donc ce menu-là, moi je m'en sers assez peu parce qu'en fait, j'appelle souvent mes nodes avec clic droit et après je tape le nom des nodes. Vous voyez, ici j'ai constante. Bah, si je tape constante, ça me met en fait un raccourci. Et donc vous pouvez appeler tous les nodes que vous voulez du moment que vous connaissez leur nom en fait, ou une partie de leur nom. Vous n'êtes pas obligé de. Vous voyez, si je tape juste ici ça, voilà, j'ai mis la petite étoile, là, ça me fait un multiply. Donc vous pouvez appeler une partie de la nomenclature, vous n'êtes pas obligé de connaître les noms des matériaux, enfin des nœuds par cœur. Première mécanique importante, quand vous créez des nœuds dans votre interface, quand vous les cliquez en fait, ces nœuds, donc là vous voyez j'ai le nœud qui s'appelle New Material, il a le même nom en fait que ce que j'avais, comment je l'avais appelé. Je l'avais appelé Lambert par exemple, il s'appellerait Lambert. Euh, vous avez ici un panneau Details. Ce panneau Details, vous pouvez éditer des paramètres qui sont contextuels par rapport au nœud sur lequel vous cliquez, tout simplement. Donc on va commencer par le plus important, qui est en fait le nœud, je dis le nœud principal, qui est du coup où on va régler des informations sur le matériel. Alors, première chose, le material domain. Donc ce menu-là, on va souvent interagir avec, et déjà le material domain, c'est une sorte de fonction de ce à quoi sert votre matériau. Par exemple, surface, c'est pour projeter votre matériau sur des géométries, donc sur des mèches 3D, peut-être sur des planes, sur des choses comme ça, sur des personnages. Et c'est le plus courant en fait. C'est le premier qu'on apprend et c'est le plus basique. Mais en fait, on peut voir qu'on peut créer des nœuds par exemple enfin des matériaux pour faire des écales. On peut faire des matériaux qu'on va utiliser dans des post-process. On peut faire des matériaux. Donc vous voyez en fait ça change ici les canaux auxquels on a accès. Ou on peut même faire des matériaux d'UI. Donc UI, c'est ce qui est dans les menus par exemple. On peut créer des matériaux qui vont être des icônes ou des barres de vie, des trucs comme ça. Euh, donc nous, on va commencer par le mode surface. Et ce que vous voyez, c'est que déjà, ici, on a un truc qui s'appelle Blend Mode. Et Blend Mode, c'est vachement important parce que en fait, ça autorise ou ça bloque certains nœuds. En fait, vous voyez ici, votre matériau, il a plusieurs canaux. Par exemple, alors sans faire tous les canaux qui existent, Base Color, c'est la couleur du matériau. Le métallique, est-ce qu'il est métallique ou est-ce qu'il n'est pas métallique? À quel point il est rugueux? Est-ce qu'il émet de la lumière? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il bouge, par exemple, etc. Ça, ces nœuds, vous y avez accès en fonction déjà de ce que vous paramétrez en bas à gauche. Donc déjà, si vous mettez par exemple, je sais pas moi, translucent, bah, vous n'avez pas accès au même nœud que si vous mettez opaque. Masquette, par exemple, bah, masquette, ça permet d'avoir, on s'en sert quand on fait de l'herbe ou des choses qu'on a envie, qui donnent la possibilité de voir au travers. Par exemple, vous voyez une plante.
ici si je charge SMBush, si je regarde son material, eh bien son material, vous voyez, il est en surface masked. Parce que justement, on voit au travers, il y a un alpha. Et donc du coup, c'est pour avoir accès à ce petit canal ici d'opacity mask. D'accord? Donc ça, c'est important de bien comprendre que, que c'est ça qui vous donne accès au nœud. Ok? Donc ça sert à rien de, par exemple là, ça sert à rien de mettre quelque chose en opacity. Si c'est grisé, ça va pas fonctionner. Ça va pas. Même si le logiciel nous autorise à plugger, je suppose que c'est pour que justement on puisse switcher le blend mode et que voilà, il n'y a pas de problème. Ça ne sert à rien. Si c'est grisé, ça fonctionnera pas. Donc on va se faire déjà les nœuds principaux et les principaux canaux aussi auxquels on va avoir accès. Donc des nœuds extrêmement utilisés, on a les constantes. Donc vous voyez, ici là je les ai constantes, constante 2, constante 3, constante 4, etc. Donc qu'est-ce que c'est des constantes? En fait, des constantes, ce sont des valeurs qui vont être... Vous voyez par exemple, dans certains logiciels, quand vous voulez paramétrer votre matériau, par exemple c'est le cas dans Maya Arnold, qui est PBR, quand vous cliquez par exemple sur votre matériau, vous avez un canal, par exemple specular weight, et du coup, Maya vous propose de rentrer une valeur, par exemple 0,0 ou 1 ou ce que vous voulez. Dans Unreal, on ne nous propose pas de rentrer directement de valeur. C'est-à-dire que si je veux définir l'indice de métallique, par exemple, de mon matériau, il faut que je crée un nœud, donc un nœud avec une valeur, en l'occurrence une constante là. Donc vous voyez que la constante, c'est un nombre à virgule. C'est-à-dire que c'est une valeur flottante. Je vous renvoie à une vidéo que j'ai fait qui s'appelle Comment allumer une lumière, je crois, ou c'est une introduction au blueprint que vous pourrez trouver dans la playlist Unreal, où en fait on paramètre un petit personnage qui va pouvoir allumer une lumière et tout. Bah, une flottante, c'est un nombre à virgule. Et du coup, c'est un des trucs qu'on va utiliser de manière super récurrente quand on va faire des matériaux. Et donc si je mets par exemple 0 et que je le connecte ici en métallique, bah, ça veut dire que la métallicité de mon matériau, elle est de 0. Si je change la valeur constante et que je mets 1, bah maintenant mon objet est métallique. Alors là, ce qu'on voit, c'est que bah, c'est tout noir. C'est parce qu'en fait, dans Base Color, on n'a pas mis d'information. Et du coup, ben, le matériau, il est à 0, 0, 0, donc il est tout noir. Donc ce qu'on va créer, c'est, on va se... Pour un peu regarder la différence, c'est que vous voyez, là, on a une constante 1 qui a une seule valeur. Et là, on a une constante 3. Et la constante 3, bah, en fait, elle a 3 valeurs. Et du coup, on peut considérer que c'est une valeur R, une valeur G et une valeur B. Et si vous faites un peu de 3D ou de graphisme, ou par exemple, vous connaissez Photoshop ou quoi, bah, on comprend que une valeur RGB, en fait, ça peut faire une couleur. Et donc, du coup, là, je peux mettre par exemple une couleur un peu blanche. Et je peux le connecter en base color. Et vous voyez que là, j'ai un matériau qui a l'air métallique. Et déjà, si je swap entre 1 et 0 sur ma métallicité, bah, on peut voir la différence. Qu'il y a des choses qui enfin, se comportent pas pareil. Alors, de manière générale, la métallique, mettez-la jamais sur une valeur qui est intermédiaire, genre mettez pas 0,5 ou 0,6, parce que, enfin, ça peut se faire, honnêtement, votre logiciel va pas exploser, mais de manière générale, c'est quelque chose qui est figé, genre, soit il est métallique, soit il est pas métallique, donc c'est soit 0, soit 1. Ensuite, on va tester un peu d'autres choses, par exemple la roughness, la rugosité. Donc vous voyez, je vais ici créer mon paramètre, ma constante 0. On peut voir que si je mets 0 en roughness, il n'y a aucune rugosité sur le matériau, donc il va absolument renvoyer la lumière, un peu comme un chrome ou un peu comme un miroir. Et à l'inverse, si je mets 1, il va absorber la lumière. Donc déjà là, avec ça, vous pouvez faire un chrome. Vous savez faire. On va voir un truc. C'est que là, actuellement, quand j'ai créé mes paramètres, j'ai fait en fait, vous voyez, j'ai fait clic droit, j'ai été chercher une constante, ou alors j'ai glissé la constante ici. Ce qu'il est possible de faire quand vous ne savez pas par exemple quoi connecter, c'est juste vous cliquez sur votre matériau, vous faites un clic droit sur votre canal, pardon, votre nœud, vous faites clic droit et vous avez une option ici qui s'appelle Promote to Parameter. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Promote to Parameter, vous voyez, ça crée un node qui s'appelle Param. Et là, mon node, il s'appelle Roughness. Alors là, si vous cherchez dans votre petite liste de nœuds, si vous cherchez Roughness, vous n'allez rien trouver. Alors, vous allez trouver des choses, mais vous n'allez pas trouver mon node Roughness. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce node Roughness, c'est un scalar parameter. Donc, qu'est-ce que c'est un scalar? Un scalar, c'est exactement, je veux dire, mécaniquement, c'est exactement comme la constante 1. C'est pareil. C'est la même chose, c'est juste une valeur. Vous voyez, value, ici j'ai un nombre à virgule.
value, ici j'ai une default value, j'ai un nombre virgule. La différence, c'est que déjà le node de scalar parameter, on peut le renommer, ce qui est extrêmement pratique dans son node editor parce que j'ai vraiment un paramètre ici qui s'appelle roughness. Donc si j'ai quelqu'un qui arrive, qui ouvre mon matériau et qui regarde ce que j'ai fait, au moins il a un nom. Alors dans Unreal, il est possible par exemple quand on appuie sur la touche C de créer ici une petite fenêtre et de marquer ce qu'on veut. Par exemple, je peux créer, je sais pas, je vais marquer displacement et je vais pouvoir faire comme ça des zones en fait dans mon node editor. Donc ça c'est quelque chose, je vous incite à jouer avec, vous pouvez cliquer, vous pouvez ici changer la couleur de la box, enfin vous pouvez faire pas mal de choses, et ça c'est important quand vous commencez à avoir des matériaux complexes. Moi je le fais un peu dans mon tuto sur les vertex painting, parce que justement j'ai des zones à gérer et c'est plus lisible si je commence à faire ça. Et vous avez le même genre de mécanique en vrai si vous utilisez Substance Designer ou des logiciels comme ça. Euh, Donc il y a la nomenclature, mais en fait ça change pas grand chose. Ce qui est le plus important, c'est que c'est un paramètre qui est exposable. Et en gros, vous allez voir à l'issue de la vidéo, en fait là on va créer un petit, admettons qu'on va se faire un petit matériau métallique qu'on peut du coup gérer de différentes couleurs. Par exemple, on peut le mettre en bleu, en blanc, en rose, etc. Comment on va faire? Donc on va aller ici dans dans nos nœuds, on a deux types de nœuds. On a les nœuds qui sont fixes, c'est un peu des constantes, et on a les nœuds qui sont des variables. Et en fait, alors comment faire la différence? En vrai, c'est pas forcément évident au début, mais variable, je vais pouvoir le faire évoluer, c'est-à-dire avoir des déclinaisons, alors que constante, il va tout le temps être le même. Je m'explique. Ici, je vais créer un promote to parameter, je vais mettre métallique, je vais mettre roughness, je vais mettre specular. Et ici, là, on va même créer, on va supprimer notre nœud, on va créer à la place un vecteur parameter. Hop. Alors, pour l'instant, vous saisissez peut-être pas exactement ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave, regardez jusqu'au bout, vous allez comprendre. Donc, vecteur parameter, tac, je monte, je mets une petite couleur blanche ici. Et donc, j'obtiens ce matériau-là. Ce qu'il est possible de faire dans Unreal et qui est vraiment ultra pratique, donc je vais supprimer juste ce truc, c'est que, en fait, quand vous avez un matériau, donc vous voyez, quand je double-clique ici, ça ouvre le menu. Sauf que, on peut en fait créer des instances. Et vous voyez, je vais faire créer le material instance. Donc en fait, une instance, c'est une sorte de déclinaison de votre matériau, mais qui va récupérer, en fait, qui va récupérer les propriétés qu'on a envie qu'il récupère et qui va nous permettre de varier les propriétés qu'on a envie de voir varier. Donc, par exemple, là, si je clique sur la Material Instance, vous voyez déjà que le code couleur, ici j'ai un vert clair, ici j'ai un vert foncé. Parce que c'est pas le même genre d'objet en fait dans le moteur. Donc si j'ouvre ici ma Material Instance, on peut voir que les petits paramètres qu'on a setupés ici, vous voyez Metallic, Specular, Roughness, ils se retrouvent ici sous forme d'interface un peu compacte. Alors vous voyez que là c'est pas un node editor, c'est un peu différent. Le paramètre, vous voyez ici, je peux le cliquer, je peux le cocher, et là je peux changer la couleur. La métallique, je peux la faire évoluer ici. La roughness, c'est pareil. Vous voyez, je peux faire slider. Et ça, c'est vraiment ouf. En fait, ce que je peux faire, c'est qu'à partir de ma base ici de material, je peux créer différentes material instances avec des valeurs qui changent en fait, hein, qui varient. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, à chaque fois que vous faites un nouveau matériel, de vous refaire tout l'arbre en fait. Ça n'a pas de sens de faire ça. Il faut que vous arriviez en fait, à regrouper un peu en famille ce que vous voulez faire. Par exemple, moi là, si je veux faire des métaux, je vais me faire un matériau, j'appelle ça le master, hein, c'est le matériau général, dans lequel là, je travaille dans le node editor et j'expose les variables que j'ai envie d'exposer. Et ensuite, j'en fais des material instances que je décline. Et ce qui est vachement bien, c'est que par exemple, si, admettons, je l'ai dupliqué 5 fois. Donc là, je vais le faire, voilà, on va s'en faire de différentes couleurs pour la démo. Déjà, ils peuvent avoir des règles un peu différentes. Là, vous voyez, ils peuvent être rugueux, plus ou moins rugueux. Là, celui-là, on va dire que c'est un miroir presque parfait, etc. Bon, on va dire que j'en ai trois. Si à un moment, je change un paramètre, par exemple, il s'avère que maintenant, j'ajoute... qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter, par exemple, de la board position offset. Alors, je sais pas pourquoi, hein, c'est juste qu'il me faut il me faut un exemple. Mais on va se faire un winegrass, ici. Hop, promote to parameter.
On va se mettre un petit 0, alors peu importe, là ce que je fais n'a pas vraiment forcément trop d'incidence. Mais ça, enfin, je veux dire, c'est pas logique, vous allez pas faire ça sans un vrai matériau, mais bon, c'est juste pour voir. En fait, vous voyez, là, j'ai maintenant un petit matériau qui normalement bouge. On va voir si ça fonctionne. Vous voyez, mon matériau il bouge maintenant. Donc là, on a animé le matériau. Bah en fait, tous vos matériaux, toutes les instances sont affectées par ce changement-là. C'est-à-dire que là, si j'avais fait moi 4 fois créer matériau et j'avais refait tous les nodes, ben j'aurais pas pu appliquer une modification à toutes les instances en même temps. Et là, vous voyez qu'elles ont toutes pris en compte le changement que j'avais effectué. Donc, ça, c'est vraiment important. Moi, souvent, je fais des familles, c'est-à-dire que quand je prépare mes matériaux dans un projet, bah, je vais avoir une famille. Si je fais des néons, par exemple, si je crée un nouveau matériau ici, on va sauvegarder. Et ça va me permettre si je fais un petit néon, ça va me permettre d'aborder certains nodes. Ça va être super cool. Donc, on va l'appeler par exemple néon. Je vais faire ici un néon bleu. Donc on va appeler en fait un vecteur paramètre ici. On va le connecter en base color. On va dire qu'il est bleu. Ensuite, on a aussi besoin d'une valeur en emissive color. Alors, vous voyez que si je connecte ça en emissive color, c'est super parce que mon néon, il émet de la couleur, mais par contre, c'est très faible en termes d'intensité. Et là, j'ai pas de levier vraiment dans mon mécanisme qui me permet d'augmenter l'intensité du néon. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un node supplémentaire. Alors, on va créer ça, c'est un des nodes de base. Vraiment, essayer de le mémoriser parce que vous allez l'utiliser en permanence. Alors, c'est le multiply. Le raccourci pour l'appeler, c'est M clic gauche. Ça crée des multiply. Le multiply, il permet de prendre une valeur et comme son nom l'indique, d'en faire une multiplication. Donc vous voyez, j'ai une valeur A, j'ai une valeur B. Et donc je peux envoyer ici mon petit vecteur, donc ma couleur en fait, en A. Je peux la multiplier par une valeur. Alors là, comment on va faire? On va juste faire clic droit, promote to parameter. Et ce matériau, on va l'appeler, ce petit paramètre, on va l'appeler intensity, par exemple. Tac. Et intensity, on va dire que par défaut, il est à 40. Alors quand vous voyez ici, vous avez plusieurs valeurs dans le scalar. Vous avez slider min, slider max, ça c'est des limites. Mais en fait, ce qui est important, c'est la value ici. Donc défaut value, c'est la valeur par laquelle, ça va être la valeur adoptée par défaut. Quand on fait clic droit, create material instance, il va recréer le matériau et il mettra les valeurs par défaut, que après nous on pourra modifier. Donc ça, je vais l'envoyer en emissive color. Tac. Et vous voyez que j'ai un néon bleu. Si je veux faire un néon rose, l'erreur ce serait de refaire un nouveau ou même de faire duplicate, de venir ici et juste de changer la couleur. En vrai, ça fonctionne, hein. Je veux dire, là, j'ai un néon rose maintenant, et donc j'en ai deux que je peux appliquer à différents endroits dans ma scène. Mais c'est pas la manière la plus optimisée de faire. Le plus simple, ce serait, alors on va le supprimer, tac. On va ici, on fait clic droit, create material instance, et on se retrouve avec donc néon instance. Et donc vous voyez que dans néon instance, j'ai accès ici à mon vecteur paramètre, comme tout à l'heure, en fait, comme dans mon exemple, et je peux changer la couleur. Ce qui veut dire que si, admettons, j'ai 10 néons différents, et qu'à un moment, je rajoute un système, par exemple, pour que le néon ici, il pulse, en fait. Genre, au lieu d'être statique, bah, on utilise par exemple une fonction un peu plus avancée, comme par exemple une cosine, pour que, selon une certaine fréquence, le matériau il se mette à baisser d'intensité, monter d'intensité, etc. Bah, le système, je vais le faire une fois ici, précisément, et il va se répercuter sur toutes les instances que j'aurai de mon matériau. C'est vraiment pareil quand vous êtes par exemple dans un logiciel comme 3ds Max et que vous dupliquez un objet et que vous en faites une instance, bah, vous allez faire une instance parce que vous n'allez pas vous embêter à vous répercuter des modifications sur chaque individu qui existe de votre objet. Et donc vraiment manipuler les instances et jouer avec ça parce que c'est hyper important. Quelle est la différence entre constante du coup et scalar parameter? Donc la constante, j'aurais pu mettre ici constante, la mettre à 40 et la plugger ici. Vous voyez? Je veux dire, j'ai la même intensité, j'ai la même chose. Sauf que maintenant, regardez, si je fais ça, quand je vais ici dans mon néon instance, vous voyez que le paramètre intensity ici, il a disparu. Parce qu'en fait, la constante n'est pas exposée. Exposée, ça veut dire visible, en gros. Par contre, intensity, lui, c'est un scalar paramètre, il est visible.
ici. Vous voyez, il est là, il est scalar intensitar, et là je peux voir l'intensité du néon, du coup, grâce à ça. Moi, souvent, ce que je projette dans mes scènes, sur mes objets, c'est jamais des master materials, c'est quasiment toujours des instances. C'est vraiment le cas. C'est systématique. Euh, que dire? Pour les vecteurs, par exemple, vous voyez ici, la couleur, ici, j'aurais pu faire une constante 3 vecteurs, lui mettre une couleur, la couleur que je souhaite, et venir ici, la plug. Et vous voyez, je fais volontairement, je répète, mais c'est pour être sûr que tout le monde comprenne bien là où je veux en venir. Vous voyez là, ça c'est une constante. La constante, vous voyez, j'ai perdu ici la capacité de changer la valeur dans mon instance. Donc ça c'est vraiment une mécanique basique des matériaux dans Unreal, mais qui est extrêmement importante. Je vais continuer cette vidéo. Alors je pense que là ça fait déjà pas mal de petites infos qui sont intéressantes. J'espère que vous avez tous compris un peu le système d'instance. Quelques nodes importants. Donc multiply. Multiply, il multiplie, il est utilisé de manière extrêmement fréquente dans vos créations de matériaux. Il y en a un autre qui est extrêmement important, c'est Linear Interpolate, qui est abrégé en fait LERP. Vous voyez, si je tape LERP ici, j'ai Linear Interpolate que je peux cliquer. Alors le LERP est un peu plus compliqué à comprendre. En fait, ce qu'il fait, c'est que, par exemple ici, je vais mettre du rouge et du bleu. Donc j'ai mon petit bleu ici, mon petit rouge. Donc on peut voir que j'ai un mélange. Alors là, j'ai pas du tout mis sur du rouge. Tac. Faut voir que là, j'ai un. Mais alors, mais qu'est-ce qu'il me fait là? En fait, c'est parce que je fais pas OK, c'est ça? Ouais. Merci les démos foireuses. Alors, on va se faire un petit vecteur par. Je vais refaire le node, hein, parce que vecteur paramètre rouge. Tac. Il veut pas. Il s'est dit non. On va mettre. Bon, ok, là ça marche. Mais on peut voir qu'ici dans mon lerp, en fait, j'ai un mélange en fait ici mon vecteur bleu et de mon vecteur rouge. En fait, le lerp, ce qu'il fait, c'est que linear interpolate, ça veut dire interpolation linéaire en français. Donc, actuellement, il est en train de faire j'emploie le terme moyenne, mais je suis pas sûr de moi, mais il fait une valeur moyenne entre le rouge et le bleu. Vous voyez qu'ici, j'ai une valeur qui s'appelle alpha. Bah, si cet alpha, on le dit qu'il est à 0, bah, en fait, là, il va tendre vers le rouge. Et si je le mets au contraire à 1, bah là, il va tendre vers le bleu. Et donc, si je le mets dans une valeur intermédiaire, par exemple 0,8, bah là, il tend plus vers le bleu. Au même titre que si je mets 0,1, bah il va tendre plus vers le rouge. Donc, en fait, c'est une manière de gérer en fait une sorte de masque. C'est un peu comme si vous aviez mis deux calques l'un au-dessus de l'autre sur Photoshop, et qu'en fait, en gérant l'opacité de l'un, vous faites plus ou moins apparaître l'autre. Donc c'est un node qui est extrêmement récurrent aussi. Donc l'ERP multiply, déjà, c'est des opérations que vous allez faire vraiment très 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 fréquemment dans votre node editor. Et il y en a d'autres comme ça. Il y a par exemple add. Donc add, c'est A-click. A-click gauche pour le faire apparaître. Add, bah, ça superpose. Donc il prend A, il prend B et les additionne. Vous avez... ouh là là, il faut pas que je supprime. Vous avez, par exemple, si je prends ici je vais faire un paramètre blanc. Attends, on va se faire un vecteur param. Vecteur param, on va le mettre en. On va même le laisser en noir. Tac. Je vais mettre 1 partout. Alors vous pouvez éditer les valeurs à la main. Ici, vous voyez, si je mets 1, 1, 1 partout, bah, ça me fait du blanc. Vous avez le wine minus. Wine minus, ce qu'il fait, c'est qu'il inverse en fait. Vous voyez, ici, ce qui était blanc ressort noir du coup. C'est une inversion. C'est comme sur Photoshop quand vous faites CTRL-I. C'est quelques opérations basiques. Vous allez voir si vous regardez des tutos sur la création de matériaux ou quoi dans Unreal, c'est des nodes qui vont perpétuellement ressortir. Donc déjà, en tant que débutant, faites attention. Quand vous voyez comme ça des nodes qui se promènent, vous voyez Intensity, vous faites clic droit, vous tapez Intensity, vous le trouvez pas. C'est parfaitement normal, c'est juste que la personne a probablement créé un scalar et qu'elle l'a renommé d'une certaine manière. Vous avez des nodes, c'est comme celui que j'utilisais plus tôt dans la vidéo, on appelle les nodes de fonction. Donc, hop, Simple Grass One par exemple, vous voyez, il a un tag, il est bleu ici. Il a une couleur qui est différente par rapport aux autres ici qui ont des codes qui sont jaunes, qui sont verts, etc. Parce qu'en fait, quand vous voyez ça, c'est que vous pouvez double-cliquer pour rentrer dans la fonction en fait. Donc ça, c'est un truc plus avancé. En vrai, la plupart du temps,
quand vous utilisez des fonctions, vous n'avez pas besoin de rentrer dedans parce que le créateur de la fonction a exposé les paramètres justement qu'il voulait que vous touchiez, mais pas, enfin, il veut pas a priori que vous allez toucher des trucs comme ça, quoi. C'est une fonction, elle a des inputs, elle a des outputs et on peut jouer avec. Donc moi, une des fonctions que j'utilise très souvent, et je vous renvoie ma vidéo sur comment créer un World.NET Material ou un World.NET Texture, c'est cette fonction-là qui permet en fait de plaquer des textures sans utiliser d'UV. Donc il y a une vidéo dessus, je vous incite à aller checker parce que c'est vraiment une mécanique importante du moteur. Mais déjà là je suis content parce qu'en quelques minutes, alors c'est un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais on a pu quand même voir un peu découvrir bah, ici les panneaux. Alors on n'a pas tout fait, hein, mais vous voyez par exemple des options intéressantes. Two-sided. Two-sided c'est vachement bien parce que c'est ce qui va faire que votre matériau il est visible quel que soit le sens dans lequel on le regarde. C'est-à-dire que par exemple dans 3D, quand vous droppez certains objets, par exemple comme un plane, bah ici vous voyez mon plane, il est visible du dessus, mais il n'est pas visible du dessous. Et donc du coup par exemple si je drop un matériau dessus, vous voyez quand je suis de dessous ça apparaît transparent. Bah, si vous cochez ici par exemple bah, two-sided, tac, on fait apply, et ben vous voyez maintenant il est visible de dessous et de dessus. Donc ça c'est des paramètres qui sont super importants. Quand on descend ici, alors il y a des choses. Moi, alors, déjà ce qui est vachement bien, c'est que quand vous passez votre souris sur les paramètres, vous pouvez lire ce que ça fait. Et après, je vous incite là, si vous ne trouvez pas de contenu directement qui vous explique ce que fait chaque node, etc. Vous allez taper le nom du paramètre sur la documentation et vous allez voir sur la doc d'Unreal, c'est un réflexe que vous devez avoir de manière quasi systématique. La tessellation aussi. La tessellation, c'est ce qui permet de subdiviser genre une géométrie sur laquelle vous allez projeter votre matériau. Grâce à la tessellation, vous allez pouvoir lui ajouter des polygones et ça va permettre par exemple de faire des choses comme de la displacement. Genre, vous voulez sculpter une falaise avec un matériau qui est hyper réaliste, bah, vous allez avoir besoin de la tessellation. Donc, on a fait un peu le tour. Je pense que je vais revenir, je ferai une vidéo en lien entre, je ferai Substance to Unreal, comme ça on pourra regarder en fait ou même Quixel to Unreal, et on pourra regarder en fait ce qu'on peut connecter en fait justement dans ces différents nœuds. Sachant que si vous voulez connecter une texture, vous pouvez soit dropper la texture, mais ça en fait on rejoint la mécanique qu'on avait exploré tout à l'heure. C'est-à-dire que là, par exemple, si je connecte, on le fait au hasard, hein, mais voilà, je connecte ça en roughness, ça n'a aucun sens, hein, en vrai, il faudrait le mettre plutôt en base color ou quoi. Mais là, vous voyez, j'ai mon texture sample qui est connecté, et donc du coup, si je retourne dans ma material instance, on peut voir que j'ai pas accès aux modifications de la texture là. Par contre, si je crée, à la place de créer un texture sample, donc à la place de prendre ma texture ici et de la dropper dans le, dans le material editor, je peux juste créer un node qui s'appelle texture sample parameter 2D. Et lui déjà il est plus intéressant parce que texture sample parameter 2D, si par exemple lui je l'appelle, on fait au hasard, on l'appelle diffuse, voilà, tac. Et que bah, on met n'importe quelle texture dedans, voilà. Bien, ce matériau là, alors je le connecte encore une fois au hasard, faut pas faut pas mettre une diffuse en roughness, ça ne fonctionne pas, mais c'est juste pour mon exemple. Si je regarde ici dans mes paramètres exposables, j'ai accès ici à la diffuse et je peux la changer. Et c'est cette mécanique qu'on utilise là dans ma vidéo où je fais comment intégrer un matériau sur de la banque Quixel. C'est la mécanique, c'est une des mécaniques que j'utilise. Parce que justement, ça va permettre d'exposer et de venir modifier. Chose que ne fait pas le node qui s'appelle juste texture sample. Texture sample, paramètre, non, texture sample, pardon, il permet pas d'aller réexposer après la texture dans le Material Instance Editor. Donc ça, c'est des mécaniques avec lesquelles vous êtes rodé. Je vais mettre un terme à la vidéo et on fera probablement d'autres modules pour donner suite à ça. Mais déjà, bah, merci à tous d'avoir suivi ça. N'hésitez pas à checker les contenus auxquels je fais référence dans la vidéo parce que en fait, le savoir en 3D, ça se construit de manière par savoir, en fait, par transversalité. En gros, vous apprenez quelque chose et du coup, vous allez pouvoir répercuter votre connaissance dans un autre élément. Et donc, c'est vraiment important. Essayez d'éviter de suivre les tutos où vous allez juste recopier ce qu'a fait la personne. Essayez d'aller comprendre en fait ce qui se passe derrière. Et moi, c'est un truc que j'essaie d'apporter. J'ai vraiment envie avec mes différents modules d'essayer de vous amener à vraiment comprendre comment les choses fonctionnent pour que vous ayez les outils et que vous puissiez jouer avec et justement ben,
réfléchir par vous-même en fait, c'est le plus important. Et n'hésitez pas à utiliser beaucoup d'outils, par exemple quand vous avez des choses qui fonctionnent pas ou que vous comprenez pas des paramètres, tapez sur Google, allez voir dans la doc, allez lire comment ça fonctionne parce que c'est vraiment par ce biais-là que vous allez réussir à être autonome et à faire des choses par vous-même après. Merci à tous et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau module. Salut, c'était Max.